quelqu'un comme moi qui est à la fois botaniste et zoologiste, quand je vais sur un terrain, d'abord je fais tout à l'ouïe avant de le déplacer, les oiseaux, les insectes, etc. C'est en fonction des plantes que je repère que je sais à peu près quel insecte ou quel groupe d'insectes je peux chercher. Voilà, tout est interdépendant. Mais d'abord le végétal, l'animal vient ensuite. Tout en parlant, là, il y a un rouge-queue noir qui vient d'émettre son chant caractéristique. Il doit être en haut d'un des bâtiments. Et là, eh ben, il est juste là, juste là. Hop là, il arrive, hop, il va rentrer dans les buissons. Il a dû descendre de son bâti. Donc il y a au moins 2 espèces à Louis. Donc il y a tantôt des strates minérales comme celle-ci, à la fois pour l'esthétisme, mais également des espèces qui se déplacent sur ce type de milieu, notamment certains myriapodes, c'est des mille-pattes, certaines araignées, et avec des différentes cavités dans lesquelles elles peuvent trouver leur proie pour se nourrir, leur nourriture. Voilà, donc des strates arbustives assez denses, qu'on laisse volontairement en port libre, c'est-à-dire qu'on laisse vraiment sans les tailler, ou alors en fin de saison, hein, courant fin automne, on laisse les fleurs arriver à maturité, on laisse ensuite la fructification, c'est-à-dire les fruits se mettre en place, donc tout le monde va s'y retrouver. Pour la floraison, les insectes qui vont les polliniser. La fructification, un grand nombre d'oiseaux, d'insectes, voire de mammifères, les mulots, les campagnols, etc. vont les consommer. Donc tout le cycle de vie peut se réaliser. Et pour les usagers, qu'ils soient parisiens ou pas, c'est également plus esthétique de voir des vives, hein, de différentes espèces, des fruits, des fleurs, que des taillés ou c'est une sorte de béton vert, c'est quand même beaucoup moins intéressant. Typiquement, là, l'arbre qui est là, ce sont les arbres qui habituellement aiment avoir les pieds dans l'eau. Ce sont des aulnes glutineux, parce que les cônes, comme les pins et les sapins, mais ce sont des pins, sont très collants. Chaque automne, il suffit de se balader et d'avoir la chance de tomber dessus, mais il y a des petits oiseaux qu'on appelle des tarins, des aulnes. Ce sont des petits oiseaux de la famille des fringillidés, famille des pinsons, des verdiers, des chardonnerets, qui sont des granivores, et eux sont spécialisés pour manger que les cônes, ou essentiellement les cônes. Voilà, donc ils vont écarter avec leur bec l'intérieur des cônes pour atteindre avec leur langue les petites graines. Donc c'est une espèce qui a coévolué avec l'aulne. Voilà. Les cerisiers, bah, typiquement, à maturité, comme je dis, les fruits sont rouges, donc ils sont faits pour être vus, pas seulement que par nous humains, mais par toutes sortes d'oiseaux qui vont pouvoir comme ça le consommer. Donc là, il y a toutes sortes dans ce bassin qu'on a créé à l'époque, en 2009. Il y a différentes plantes filamenteuses, des spirogyres. Bon, ça, elles viennent par elles-mêmes, mais il y a également des plantes qui ont été implantées à l'époque, comme la peste d'eau, qui ressemble à une sorte de petit sapin, ou Ipuris, qui va oxygéner l'eau. Il y a différentes espèces de mollusques qui vont en même temps se nourrir de la matière organique au fond de l'eau, qu'on appelle des limnées ovales. Des insectes en surface qui sont la famille des punaises, donc les gérisses ou araignées d'eau en surface. Et sous l'eau, sous la pellicule d'eau qu'on appelle un ménisque, comme le ménisque de genou, il y a un bar de pression, donc c'est extrêmement puissant. Donc l'araignée d'eau, qui est un insecte, hein, pas une araignée, elle ne peut rester que à la surface. Elle va patiner à l'aide de 4 de ses 6 membres vers une proie potentielle. Elle va l'envenumer grâce à son rostre et elle va pouvoir après l'absorber comme si elle avait une paille finalement pour manger sa proie. Et donc sa cousine, la notonecte, fait la même chose par-dessous. Donc elle nage à l'envers et elle va envenimer par-dessous les proies. Donc un insecte va tomber à la surface de l'eau, un éphémère, un petit papillon de nuit, il sera très rapidement envenimé, ce qui va créer des vibrations à la surface de l'eau. Voilà. Et donc là, il y a même un triton palmé, donc une femelle, alors, où il a été introduit par des humains, jardiniers ou autres, ou alors il est venu sous forme d'œufs, voire pourquoi pas de larves, bloquées dans des plumages d'oiseaux, comme du canard colvert, de la sarcelle d'hiver, ou des petits chevaliers, guignettes notamment.
ou dans le pelage de mammifères, comme le rat sur mulot, c'est un très très bon nageur, ou le ragondin qui vient régulièrement dans le parc depuis la Seine, qui est à même pas les 300 mètres, quoi. Voilà, donc c'est comme ça que peut s'ensemencer naturellement un milieu qui était sans vie, quoi. Donc les zones humides, c'est quelque chose d'extrêmement important. Dans une ville comme Paris, elles participent à la trame bleue. Bleu, c'est toutes les zones humides, qu'elles soient closes, les mares, les flaques d'eau, les étangs, les lacs, qu'elles soient libres, les rivières anglaises dans les parcs ou les bois, ou à Seine-Boulogne. Le fleuve, comme la Seine, les canaux, tout ça, sont des cours d'eau donc libres. Et cette trame bleue, elle va attirer à elle énormément d'espèces animales végétales, un peu moins fongiques, un peu moins de champignons aquatiques, mais il y en a quand même. Et c'est un véritable miroir pour la biodiversité. Donc beaucoup d'espèces viennent à la fois y boire, certains y reproduisent la totalité de leur cycle vital. Il y a deux grands groupes de libellules. Il y a les libellules dites vraies, qui sont de grande taille. La première paire d'ailes est plus petite que la deuxième paire d'ailes. Elle peut faire plusieurs dizaines de kilomètres dans la journée, il n'y a aucun problème. L'autre groupe de libellules, qu'on appelle les zygoptères, l'autre s'appelle anisoptères pour le gros mot. Donc les zygoptères ce sont les demoiselles, les 4 ailes sont identiques, ce sont des animaux de petite taille, elles se déplacent de quelques dizaines à quelques centaines de mètres, elles ne sont pas très voyageuses. Et par rapport à ces animaux-là, le fait de créer des zones humides qui ne sont pas forcément en lien d'un point de vue d'un amphibien comme un crapaud commun, le seront quand même pour les animaux ailés comme les libellules, qui rendront, je disais tout à l'heure, donc des grands services pour limiter les larves d'insectes indésirables comme les moustiques. Voilà. Donc les libellules sont des animaux vraiment très recherchés dans ces zones humides, où rien qu'à Paris, on a quand même 49 espèces. Et on essaie de voir ce qu'on appelle un buffer, c'est-à-dire voir quelle est la distance entre chacune des mares, pour imaginer ce qu'on appelle un corridor écologique, qu'une espèce terrestre, et pas ailée cette fois-ci qu'on a les libellules, mais terrestre, puisse se déplacer d'une zone humide à l'autre. Donc on a beaucoup renforcé dans l'est parisien les zones humides, donc on a un beau maillage de trames bleues, et on essaie petit à petit de le faire dans les autres arrondissements de Paris. Mais ça se fera petit à petit. Voilà. Ça, c'est un feutre qui est posé, qui permet d'étanchéifier le bassin. Et les abeilles, plutôt que de prendre le risque de se noyer dans l'eau, elles viennent mordre le feutre qui est totalement imprégné d'eau pour boire. Voilà, la limnée ovale, elle est adulte là, quasiment adulte. Donc en fait, quand on regarde la ville telle qu'elle, finalement on devine à la fois le bâti et le côté végétal. Le côté bâti, il va aussi être l'équivalent des falaises de substitution pour un grand nombre d'espèces animales, à la fois les lézards des murailles, à la fois certains rapaces comme notamment le faucon pèlerin. Il va y avoir parfois des cavités dans le bâti qui vont favoriser des oiseaux qui vivent dans les cavités de la roche comme le pigeon bisé, c'est-à-dire le pigeon de ville. Favoriser également les moineaux domestiques, ces animaux qui vivaient à l'origine dans des cavités de falaises. Donc tous ces parcs et jardins qui vont sillonner entre nos bâtis, c'est de faire en sorte qu'ils soient reliés entre eux. Donc la trame verte, la trame bleue, la trame verte végétale, la trame bleue, l'aquatique, relier ces deux trames-là à des trames linéaires qu'on va appeler des corridors écologiques, typiquement des allées d'arbres plantés en continu ou en discontinu, ce qu'on appelle les pas japonais, de manière à ce que les espèces animales et végétales puissent se déplacer de jour comme de nuit. Typiquement, si je prends le hérisson, qui est souvent une espèce cible, c'est-à-dire qui représente bien la gestion des sous-trames arborées et arbustives, c'est une espèce qui va suivre les linéaires des pieds d'arbres, des arbustes, etc., et qui va entrer en ville. Donc la ville n'est pas forcément une zone hostile, c'est également une zone refuge pour un grand nombre d'espèces animales, soit parce qu'il fait 2 à 3 degrés de plus qu'à l'extérieur de Paris, donc les espèces méditerranéennes, végétales et animales vont bien s'y adapter. C'est également une zone refuge par rapport à la pression de chasse, et c'est également, notamment pour les abeilles, une zone refuge qui a beaucoup moins d'emploi de pesticides depuis maintenant pas mal d'années, notamment pour l'île de Paris, c'est interdit depuis un très grand nombre d'années. Voilà, donc c'est vraiment un carrefour où beaucoup d'espèces vont se croiser de manière volontaire ou involontaire, introduites par l'homme ou pas, et donc il y a une très très grande diversité d'espèces.
Vous avez même une orchidée ici, que j'ignorais là. Je l'avais vu dans d'autres lieux, mais celle-là, je ne l'ai pas vue. C'est l'Anacamptis pyramidale, l'orchidée qui est là. Qui fréquente le territoire de Paris, bois compris. Et nos espèces sont en effet patrimoniales, mais aucune n'est protégée. Si tout était tondu à ras, on ne les verrait jamais. Donc c'est justement la gestion différenciée qui nous appelle de découvrir ces espèces, quoi. Et de les valoriser. Et dans nos parcs et jardins, pour arriver à diversifier cette biodiversité, on va favoriser de préférence à 60% d'espèces indigènes régionales. Pourquoi? Parce que ce sont les espèces qui ont coévolué sur des milliers ou des millions d'années, ce sont les espèces avec des insectes qui leur sont liés. Typiquement, je veux voir des papillons comme les beaux papillons vulcains, belles dames, petites tortues, ce qu'on appelle les vanesses. Et bien, il faut bien qu'il y ait la plante haute qui nourrisse ces larves de chenilles, notamment les orties. Donc il faut apprendre à favoriser toutes ces espèces-là, parfois en les contenant, les maintenant, les gérant, comme de la ronce, de l'ortie, etc., mais en les favorisant. Donc plus il y aura une diversité d'espèces végétales, plus il y aura une diversité d'insectes et d'autres animaux, et plus les usagers seront contents parce qu'ils auront des tas de choses qui vont vivre autour d'eux. L'écologiste a un rôle d'alerte. Un écologue, lui, il a pour rôle de vérifier ce qui est dit par l'écologiste ou dans d'autres domaines pour voir si scientifiquement c'est prouvé ou pas, si c'est publié ou pas, si c'est suivi ou pas. Et c'est à nous d'apporter des éléments de réponse à ces sujets-là. Voilà. On se dit, il y a le réchauffement climatique qui est réel, on va implanter plutôt des plantes méditerranéennes indigènes quand même. En fait, il semblerait, d'après de nombreux botanistes, que nos plantes indigènes régionales, tempérées, arriveront mieux à s'adapter que d'implanter du chêne-liège, du chêne vert ou des espèces méditerranéennes, arbousiers et autres, que si on voulait absolument provoquer les plantes méditerranéennes en les adaptant chez nous. Donc on peut mettre quelques plantes méditerranéennes, mais nos tempérées, pour la majorité d'entre elles, sauront passer le seuil. Une merlette, la femelle du merle, en train de manger les cerises.